Bienvenue sur le podcast Flamboyante, le podcast des femmes qui entreprennent. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'œuvre dans les univers de la stratégie, de la vision de marque et de la communication depuis plus de 23 ans. Je suis fan de projets entrepreneuriaux, de créativité, d'innovation et j'ai à cœur aujourd'hui de mettre en lumière des parcours entrepreneuriaux de femmes qui m'inspirent, de femmes remarquables, de femmes qui savent sortir des sentiers battus pour nous montrer des chemins de traverse totalement inattendus. Dans ce podcast, vous entendrez des épisodes très variés avec des parcours entrepreneuriaux très riches, des parcours partagé en mode thérapie entrepreneuriale. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur Instagram, sur LinkedIn et ailleurs. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous les femmes, c'est pas pareil. Ah bon ? Combien il te faut pour commencer ? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas ? Aujourd'hui, j'accueille une femme dont le parcours est hors norme, tant elle suit son intuition, carbure à la vibration et fait ce qui lui plaît. Lorsque Samira Buchy m'a dit « Je n'ai jamais vraiment eu l'impression de travailler dans ma vie, je suis plus à la recherche d'expérience que de pactole, et encore, au-delà de ce que je vends, il y a ce que je suis », ça m'a beaucoup parlé. De Lausanne à New York, de New York à Paris, de Paris à Lausanne, de l'école hôtelière à la restauration de meubles, d'une boutique de décoration au graphisme, d'un magazine papier à une chronique télé, d'un studio photo à l'organisation de shooting, d'une agence de communication visuelle à un atelier de maroquinerie, je ne suis pas certaine que le temps de l'épisode suffise à raconter tous les métiers qu'elle a appris et qu'elle a sublimés tout en prenant soin de sa famille. Samira Buchy est aujourd'hui maroquinière d'accessoires pensés sur mesure, fabriqués à la main et dont l'âme est singulière. Après avoir tout recommencé à de multiples reprises, éprise de créativité, de coup de cœur et d'une farouche liberté, Samira ne cesse de se réinventer. Je suis très heureuse d'accueillir Samira au micro de Flamboyante. Et pour la petite parenthèse, c'est la deuxième fois qu'on enregistre cet épisode parce qu'on a eu un problème de son sur le premier. Donc j'espère qu'on sera toujours aussi spontané et aussi enjoué que la première fois où notre entretien était juste génial. Donc bienvenue Samira pour la deuxième fois sur Flamboyante, tu as beaucoup de chance. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour ? Lumineuse, comme la dernière fois. Par contre, aujourd'hui, il y a un grand soleil sur Lausanne. Donc, c'est tout à fait approprié. Voilà. Et merci de me recevoir, Sabine. Est-ce que tu peux également te présenter comme tu le souhaites ? Je pense être quelqu'un de multiple, multicolore, pluriel. Voilà, je pense que ça me représente bien. Le père de mes enfants, qui est aussi mon ex-mari, avait l'habitude de dire « Avec toi, c'est génial, on s'ennuie jamais parce que on est à 120 sur l'autoroute et tout d'un coup, tu décides de mettre ta marche arrière. » Donc voilà, c'est un peu ce que je suis. Je suis une femme, mère de 2 grands-enfants et grand-mère depuis pas très longtemps. Donc voilà, très heureuse. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'entreprendre t'a appris à aujourd'hui ? Entreprendre, je pense que ça a été pour moi que je suis vraiment au fond de moi-même. Enfant, j'étais une enfant turbulente, non concentrée. J'avais de la peine à l'école. Comme je le suis aujourd'hui, c'est-à-dire intéressée par tout. Mais quand on est enfant, on est souvent des enfants qui sont mal compris. Alors que à l'âge adulte, on fait ce qu'on peut, ce qu'on veut. Je suis touche à tout, mais je vais au bout des choses. L'entrepreneuriat m'a appris à vraiment m'aligner à moi-même. Donc ça c'est quelque chose qui me permet d'aller chercher mes talents, mes compétences, mes ressources. Et je suis vraiment là où je dois être aujourd'hui. C'est magnifique ça, merci Samira. Est-ce que tu peux alors justement décrire les grandes lignes de ton aventure professionnelle et puis entrepreneuriale, en lien aussi avec tes lieux de vie, les gens que tu as rencontrés, parce que finalement, si j'ai bien compris ton parcours, tout est lié, tout est intriqué, à la fois ce que tu fabriques, ce que tu exerces, le métier que tu pratiques, les lieux dans lesquels tu pratiques ces métiers et les gens qui t'accompagnent dans ton environnement.
Oui, alors moi je pense que ça part vraiment déjà de l'éducation que on a reçue mon frère et moi. J'ai un frère de 2 ans moins que moi et je vois que son parcours est aussi m'impressionne énormément aussi et je pense qu'il est dû à notre éducation. À la fois, on a eu une éducation très stricte avec un père très très autoritaire et une maman très douce. Mon père vient du sud de la Tunisie. Et ma mère, la famille de ma mère, une partie vient de l'Italie et de l'Allemagne. Et mon frère et moi, on est né en Suisse. Mais je pense que cette espèce de relation déjà que mes parents avaient entre eux, c'est-à-dire ma mère venant de Suisse, parce elle est née aussi en Suisse, et mon père arrivé de Tunisie, c'est quelque chose. Lui, il est arrivé dans les années 60. Il faut se dire que voilà, un couple mixte dans ces années en Suisse, c'est quelque chose qui n'était pas non plus très courant. Et je pense que l'assemblage de ces deux personnes, de ces deux caractères, de ces deux tempéraments, ont fait qu'on a eu une enfance extrêmement riche. Alors pas riche en argent ou comment dire en choses. Mes parents n'étaient pas des gens qui accumulaient. Dès qu'ils avaient un petit peu d'argent, on sautait dans un avion et on partait voyager en Tunisie. On l'a fait de haut en bas, de droite à gauche. On a visité tous les sites. On a visité plein d'autres pays. Ma mère toujours avec le guide bleu à la main. Et donc voilà, je pense qu'on est riche, mon frère et moi, de cette expérience. Et ça nous a permis d'être des enfants observateurs. On a pu toucher à beaucoup de choses, mais dans une famille où il y avait une structure assez stricte et autoritaire et beaucoup de rigueur. Voilà. Donc ça a défini ton parcours? Je pense que ça a défini mon parcours parce que ça m'a donné déjà l'ouverture d'esprit sur des choses que peut-être je n'aurais pas vues dans peut-être une famille conventionnelle, formelle, conforme. Et puis j'ai dû aussi me battre pour être qui je suis parce que comme je disais avant, cet enfant non concentré, j'étais intéressée à tout et tout le monde. On aurait pu dire que j'étais une enfant éparpillée, mais je pense que ça a été un temps où j'ai récolté toute cette richesse que je peux aujourd'hui exploiter, je dirais. Et donc, dans l'introduction, j'ai décrit une partie de tes métiers et les lieux où tu les as exercés. Est-ce que tu peux nous refaire le parcours et nous expliquer comment à chaque fois tu t'es retrouvée dans ces jobs et comment à chaque fois tu t'es réinventé, t'as rebondi, t'as créé des choses nouvelles, t'as appris des choses nouvelles. Les étapes en fait, depuis l'école hôtelière, pourquoi l'école hôtelière et comment t'en es arrivé là aujourd'hui à faire de la maroquinerie? Par quoi t'es passée? Alors l'école hôtelière, déjà on a cette école ici à Lausanne, qui est une très bonne école. Et c'est surtout, on dit école hôtelière, mais moi je dirais école de la polyvalence. C'est vrai qu'on s'était orienté hôtellerie, restauration, mais moi ce que j'ai appris à monter des projets à l'école hôtelière. Ça m'allait bien parce que c'est vrai que orienté hôtellerie, dans un hôtel, il y a tout. Il y a tous les métiers du monde. Il y a le côté manuel, il y a le côté humain. Et ça a été une école pendant 4 ans qui a été parsemée de stages, donc de pratiques et de théorie, et ça me convenait vraiment très bien. Mais je savais qu'en faisant cette école, moi, ce dont j'avais envie, c'était d'avoir une famille, d'être une maman de plusieurs enfants. Donc, ce qui faisait rigoler tout le monde autour de moi, parce qu'on travaillait comme des fous, et moi, je disais toujours, ah bah oui, non, mais moi, je serais maman. Donc, c'est ce que finalement j'ai fait. Je suis sortie de l'école, j'ai un petit peu travaillé, et puis très vite, je me suis mariée, j'ai eu mes 2 garçons, qui aujourd'hui ont 36 et 34 ans. Mais ça ne m'a pas empêchée d'être une maman à la maison et de faire des choses. C'est-à-dire, j'ai été travailler chez un ébéniste pour apprendre la restauration de meubles. Et puis, j'ai monté un atelier à la maison pour pouvoir m'occuper des enfants, les amener à l'école, leur faire à manger. Et je glanais tous ces petits moments que j'avais de tranquillité quand ils n'étaient pas avec moi. Je créais un nouveau métier, en fait. Et là, j'ai créé mon métier, j'ai restauré des meubles,
j'ai fait de la patine sur meubles. Et puis voilà. Et après, les enfants ont grandi. J'avais de plus en plus de temps. Et quand on apprend à utiliser 1 minute, plus 2 minutes, plus 3 minutes, plus 4 minutes, tout d'un coup, 1 heure, ça devient quelque chose presque d'infini et d'éternel. Face à ces petits moments glanés au fil des mois, au fil des années, j'ai pu me consacrer à ma réalisation personnelle, en plus d'être une maman à la maison. Et voilà. Et à un moment donné, les enfants ont commencé à manger à l'école, donc j'avais vraiment toute une journée. J'avais de 8 heures à 16 heures. J'étais là quand ils partaient, ou je les amenais à l'école, ou alors j'étais là quand ils revenaient, ou j'allais les chercher à l'école. Mais entre ces deux moments importants de notre vie et de notre journée, je faisais ce que je voulais, c'est-à-dire que j'investissais sur moi, sur mes compétences, sur mes ressources. À un moment donné, je suis allée travailler pour la presse, dans un magazine où j'ai été styliste, j'avais une chronique. Après, cette chronique s'est transformée en une chronique à la télévision suisse romande. Et de là, j'ai après travaillé pour un photographe qui était spécialisé dans le produit de montres. Je travaillais pour Joël von Allmen à Neuchâtel. Et après, j'ai monté mon entreprise de communication visuelle où là, comme tu le disais, j'ai organisé des shootings, j'ai produit des shootings, mais j'étais plutôt spécialisée dans tout ce qui était décoration et nourriture. Venant mal an, je suis arrivée à l'âge de mes 50 ans où j'ai décidé de quitter la Suisse. Mes enfants vivaient à l'étranger déjà. Ils vivaient à Londres. J'ai décidé de quitter la Suisse pour aller vivre à New York, qui était un rêve depuis mes 15-16 ans. J'avais visité New York et une partie des États-Unis avec mes parents et je m'étais toujours dit que j'allais revenir à New York. J'ai eu une fenêtre de liberté. Alors bien sûr, oui, moi je suis séparée, divorcée, donc j'ai eu cette liberté de partir. J'ai vendu ma maison et avec cet argent, je l'ai réinvesti à nouveau sur moi. Je suis partie étudier au FIT, au Fashion Institute of Technology de New York, pendant 2 ans. Et c'est là où j'ai appris un nouveau métier qui était maroquinière, designer. Et voilà, j'ai vécu 2 ans à l'université. Je vivais sur Manhattan, qui a été une expérience extraordinaire. J'avais l'impression de vivre ma vie sur un grand écran. Et puis, après ces 2 années, je me suis dit, je vais encore rester à New York. J'ai eu la possibilité de rester et j'ai monté mon atelier dans le Queens, dont je vivais sur Manhattan et je prenais le métro tous les jours pour aller dans mon atelier dans le Queens. Ça a été une expérience extraordinaire. Et au bout de ces 4 années, j'ai décidé de revenir en Europe. J'avais un peu fait le tour des États-Unis. On n'est pas américain. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Je me sens très européenne. L'Amérique m'a apporté énormément et surtout New York m'a apporté énormément de richesse, d'introspection. Être étrangère quelque part, c'est une expérience fabuleuse. Ne pas parler sa langue, ça nous demande beaucoup d'efforts, mais aussi on peut avoir beaucoup de recul, je pense. On peut être dans une position d'observateur, et c'est ce que j'ai été pendant 4 ans. J'ai décidé de rentrer en Europe et pas en Suisse, pas toute Suisse. Mes enfants étaient encore à l'étranger et moi je me suis dit que j'avais envie de continuer un peu cette expérience et je suis partie à Paris où je l'ai vécu pendant 4 ans. J'ai remonté un atelier à Paris. Je vivais dans un quartier multicolore, c'est-à-dire je vivais dans le quartier de Barbès, à Châteauroux, un quartier que j'ai adoré, mais adoré. Je vivais rue d'Oudoville, qui était vraiment au centre du marché où il y avait les boucheries, tout était de couleur, les aliments, les odeurs, le bruit, j'ai tout aimé. Au bout de 4 ans, je suis rentrée parce que mon père était malade, ma mère a une démence et voilà, il était temps de rentrer. Mes enfants aussi étaient rentrés en Suisse et puis voilà, j'étais partie pendant presque 10 ans et il était temps pour moi de rentrer. Alors j'ai été très heureuse de rentrer. Je suis revenue à Lausanne. Paris m'a énormément manqué, je dois dire, vraiment.
l'énergie de Paris, les rues de Paris, bien sûr mes amis de Paris. Voilà, et mon père, entre-temps, j'ai eu la chance de pouvoir vivre 3 mois magnifiques avec mon père qui est décédé 3 mois après que je sois rentrée. Et voilà, ça a été un peu une expérience. Ça a été vraiment une expérience. On l'a accompagné, mon frère et moi, jusqu'au bout. Puis voilà, donc ça a été mon retour à Lausanne, en ayant à la fois cette chance de rentrer dans un pays que je connais depuis toujours, et puis surtout rentrer avec tout cet enrichissement d'expériences des États-Unis, de New York en particulier, et de Paris. Et donc aujourd'hui, je suis rentrée depuis un peu plus de 2 ans. Je retrouve ces rues, je vis Lausanne d'une autre manière. Pas du tout de la même manière. C'est une ville que j'apprends à reconnaître en fait. Et j'ai un atelier magnifique au centre de Lausanne. Et voilà, et je suis entourée de ma famille, de mes amis, et mes amis, que ce soit mes amis aux États-Unis ou mes amis de Paris, avec la technologie d'aujourd'hui, on est toujours en lien et plus que jamais. Et puis sinon, voilà, je suis entourée d'humains que j'adore, de mes enfants. Hier soir, je faisais du babysitting pour garder ma petite fille, et en même temps, j'ai mon projet où je me réalise moi-même. Voilà. Pour ta marque, tu peux griffer Lausanne, New York, Paris. C'est voilà, 3 Oui, inspirations de vie et de ville et de culture qui nourrissent ton travail. Ta personnalité et ton don pour passer de l'idée à la matière, puisque franchement je trouve que tu es une magicienne pour ça, me font penser à l'incroyable Martha Stewart, alors, qui est une créatrice et une femme d'affaires américaine dont je suis fan, qui a eu elle aussi 1000 vies et qui a commencé à créer des décorations de table, et puis après elle est arrivée à la télé, elle a conçu un magazine, elle s'est invitée dans tous les foyers américains. Enfin c'est vraiment un panel d'expériences de vie et de création incroyable. Donc tu me fais beaucoup penser à elle. Et d'ailleurs il y a un documentaire que vous pouvez découvrir qui s'appelle Une icône américaine, et c'est une femme qui est assez peu connue quand on n'a pas travaillé dans l'univers de la création, mais en tout cas elle m'inspire beaucoup comme toi. Comment tu expliques que tout ce que tu touches se transforme en art de vivre et en une expérience aussi qui te transforme toi et qui transforme les autres, puisque tout ce que tu crées en fait va avoir une vertu, va avoir des bénéfices pour l'autre. Tu crées évidemment à travers toute ta créativité, ton inspiration, mais c'est toujours au service de l'autre. Comment tu transformes tout ça en un art de vivre? Je pense que c'est quelque chose qui est quand même inné. Je pense que mon éducation, la culture, c'est multiculturel chez nous. Donc, il y a eu beaucoup de passages du fait que mon père était tunisien, ma grand-mère moitié italienne. C'était un environnement très méditerranéen. La porte était ouverte pour tout le monde. Mes parents avaient énormément d'amis étrangers aussi. Je pense que les expériences, que ce soit américaines ou françaises, m'a appris une chose, c'est que finalement on est ce que l'on est. L'environnement dans lequel je me trouve ne change pas grand-chose finalement. Transporte ce que je suis avec moi. Je vais m'enrichir de là où je vais aller, ça c'est clair, mais ce que l'on est fondamentalement, l'essence, elle est là, je pense, depuis notre naissance. On s'enrichit avec l'éducation, on s'enrichit avec les gens que l'on rencontre, l'environnement dans lequel on est. Mais l'essence de qui l'on est, je pense qu'elle est là depuis toujours. Moi, en fait, dès qu'un projet est dans la tête, dès qu'une idée est dans la tête, et si cette idée, je la poursuis dans la tête, je la crée dans la tête, après, elle est faite. En fait, quand je commence à la matérialiser, elle est déjà faite dans ma tête. Donc, elle existe déjà. Et c'est pour ça que je pense que j'arrive à aller jusqu'au bout de mes idées. Alors, bien sûr, je peux avoir 1 million d'idées et je ne vais pas réaliser 1 million d'idées. Mais sur les 1 million d'idées, il va y avoir quelques idées où je vais tirer le fil, je vais les finaliser dans ma tête. Et du moment que je vais commencer à prendre soit un ciseau, soit un crayon, soit une plume pour écrire, le projet, il est déjà terminé, en fait. Même si il n'est pas
totalement conforme à l'idée que j'en avais dans la tête, parce que il y a des problèmes techniques. Quand par exemple je dessine un sac ou je faisais des chaussures aussi à New York, il y a des problèmes techniques. On peut avoir les idées les plus saugrenues, les plus folles. Après, on est contraint par la technique. Et je pense que la contrainte va amplifier la liberté que l'on a dans notre vie. Ça, c'est mon prof de chant. Je faisais du chant lyrique d'opéra. Et il me disait toujours, tu peux crier, Samira, mais en fait, c'est pas ça le chant. La liberté, tu la trouveras entre deux lignes. Et ce sera entre ces deux lignes que ta voix sera la plus belle et la plus entendable. Et je pense que la vie, c'est ça. Je pense que les contraintes nous permettent de nous dépasser, de nous surpasser, d'aller chercher des ressources que l'on ne connaissait pas. Et surtout, peut-être aussi, d'avoir l'humilité d'aller chercher des ressources chez les autres, chez d'autres personnes. Voilà. Tout ce que je fais, ça a été un mélange de compétences, de talents et de ressources que j'avais en moi, que je suis allée chercher chez les autres et que celles que je n'avais pas et que les autres n'avaient pas, j'ai peut-être pris du temps pour les apprendre. Et justement, dans toutes tes expériences créatives et professionnelles, quelle a été l'expérience qui t'a mise face à beaucoup de contraintes et qui t'a demandé le plus de ressorts pour aller chercher des ressources et des idées et de l'apprentissage? Moi, je crois que c'est le métier de mère de famille. Je dois le dire comme ça. Ok, Parce qu'encore c'est créatif aussi. Parce que je dirais que même encore aujourd'hui, je suis toujours à la recherche de l'alignement, du juste mot, du juste comportement. Et puis être la mère de deux garçons en tant que femme, on fait pas toujours juste parce qu'on est là avec notre féminité, avec nos doutes, nos questions. Je dirais que un métier, ça c'est l'expérience où je me remets en doute tous les jours, tous les jours, tous les jours. Après, pour mes expériences de métier, chaque fois que je suis devant un apprentissage, je dirais, je suis devant à la fois une grande excitation et des grands doutes. Mais avec les années, j'ai l'impression d'avoir une boîte à outils interne où je vais aller pouvoir me promener avec, je vais prendre mes doutes par la main, je vais aller dans ma boîte à outils interne et puis je vais aller voir si j'ai l'outil qu'il faut pour ce doute-là ou pas ce doute-là. Et je trouve qu'avec les années, j'ai de plus en plus d'outils. Et il y a des doutes qui vont persévérer, qui vont être encore là, mais je vais pouvoir en parler à des amis proches. J'ai des amis extraordinaires et on va pouvoir échanger. Et le fait, rien que d'échanger, le doute, je veux pas dire que le doute va se dissiper, mais le doute ne sera pas une souffrance. Voilà. Est-ce que tu associes le doute au vertige? Parce que parfois, sauter d'un métier à un autre, d'une expérience à une autre, ça peut donner le vertige. À quel moment dans les expériences que tu vivais, tu te sentais pleinement rempli du métier, tu commençais à le maîtriser et là, est-ce que tu avais une opportunité ou une envie qui te guidait vers l'expérience d'après? Comment ça se passait ces transitions? Parce que là, on a compris que t'as fait des sauts de puce. Alors, on est toujours dans l'univers de la création, hein. Mais en tout cas, c'est tellement de médiums utilisés, t'as appris tellement de métiers différents à quel moment en fait tu sentais le point de bascule et tu sentais que t'étais appelé par une curiosité qui te guidait ailleurs? Je pense que c'est les opportunités et c'est surtout que j'ai pas l'impression d'avoir sauté d'une chose à une autre. Ça a été une continuité parce que déjà je suis restée dans la créativité. Et donc, j'ai pas l'impression tout d'un coup d'être devenue neurochirurgienne. Donc, donc je suis restée dans le visuel, dans l'image, dans la matière, dans la couleur, dans les traits. Je dirais que chaque expérience venait enrichir la prochaine expérience. Voilà. Donc, moi, j'ai jamais eu de vertige. J'ai pas le sentiment d'avoir eu le vertige. J'ai juste eu le sentiment qu'à un moment donné, il fallait que j'aille plus loin. J'en parle souvent. Moi, je travaille le geste. Je travaille avec mes mains, qui est une belle thérapie pour la tête. Mais quand on travaille avec le geste, souvent, on a l'impression que le geste, on le connaît.
depuis toujours. Il y a des gestes qu'on va apprendre, mais il y a des gestes où j'ai l'impression qu'ils sont innés. Est-ce que c'est des gestes que je connais depuis toujours? Est-ce que c'est des gestes que j'ai hérités de je ne sais où? Donc j'ai passé d'une expérience à une autre en ayant l'impression de défiler finalement une bobine de fil. J'ai suivi mon fil rouge, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait des sauts qui seraient incohérents. Voilà. En tout cas pour moi, il n'y a pas d'incohérence dans mon parcours. Peut-être que parfois il manque la pièce du puzzle du milieu pour pouvoir raccrocher toutes ces expériences les unes aux autres. En tout cas pour moi, toutes ces expériences vécues font du sens. Voilà. Et je dis souvent, comme le magazine Elle, je change de couverture toutes les semaines. Il y a des articles de fond, il y a le bon plan des copines. À la fin, il y a les 4 recettes de cuisine. Je suis un peu, et tu parlais de Martha Stewart. Effectivement, je pense que cette femme a ouvert la possibilité du touche à tout. Et qu'on prenne au sérieux le touche-à-tout et les gens qui touchent à tout. Et je pense que, mis à part cette femme qui a fait aussi de la prison pour, Oui. je pense, pour des choses fiscales, c'est une femme qui a ouvert la porte à des femmes qui avaient envie de faire beaucoup de choses et qui n'étaient pas forcément carriéristes dans une grande entreprise ou dans une multinationale, qui pouvaient être dans une famille, qui pouvaient être mère de famille et réaliser et se réaliser et qu'on pouvait prendre au sérieux. Voilà. Ouais, c'est très beau ce que tu dis, Samira, parce que peut-être qu'encore aujourd'hui, ces femmes sont pas toujours prises au sérieux, alors qu'elles mènent plusieurs carrières de front et elles se réalisent en même temps qu'elles mènent ces carrières et qu'elles s'occupent de leur famille. Et me vient évidemment la transition vers l'argent, parce que dans notre société, souvent une réussite professionnelle, elle est caractérisée par l'argent plus que par la réalisation personnelle de ses talents, de son expression, du service rendu aux autres. Enfin, en tout cas, souvent, ça tend à disparaître, hein, et j'espère qu'on va y arriver très vite, mais on en est encore un peu là. Comment tu mêles cette carrière, cette réalisation personnelle, professionnelle, avec le fait aussi, voilà, tu m'avais dit, j'ai jamais fait fortune, mais je m'en sors bien. Comment tu as associé ces deux pans qui souvent vont ensemble, en fait, le business, l'argent, la carrière, la réussite, qui sont des grandes thématiques et derrière lesquelles on peut mettre beaucoup de définitions. Comment pour toi ça sonne, ça parle tout ça, tout au long de ces expériences? Comment ça s'est joué pour toi? Alors j'aimerais déjà dire par rapport à la reconnaissance par exemple d'une mère au foyer, d'une mère qui a décidé de s'occuper de ses enfants. Le père de mes enfants et moi, on vivait vraiment une famille traditionnelle. Le papa va travailler, la maman reste à la maison pour s'occuper des enfants. Mon ex-mari, lui, était un commerçant de coton et il était trader en matières premières, en coton. Et il voyageait énormément. C'est vrai que souvent, quand on sortait le soir en société, j'étais assise autour d'une table et on me demandait ce que je faisais. Je me disais, je suis à la maison, je m'occupe de mes enfants. Et c'est vrai que l'intérêt se détournait assez rapidement. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, la prochaine fois qu'on me demande, je répondrai. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis chef d'une entreprise familiale. Ah bon, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, de tout. Je fais de la logistique, du catering, j'organise, je fais de la relations humaines. Et tout d'un coup, je voyais dans les yeux des gens qui parlaient avec moi, qui avaient un intérêt. Et donc, voilà, j'aimerais dire déjà à toutes ces femmes qui sont à la maison et qui s'occupent de leurs enfants, par choix ou par non-choix, qu'elles sont chefs d'entreprise, elles sont chefs d'une entreprise familiale, avec tout ce que cela comporte. Et je pense que, voilà, moi je leur dis bravo. Et puis par rapport aux financiers, oui, moi j'ai bénéficié du soutien de mon mari à l'époque. J'en ai été très heureuse et j'en ai fait bon usage. Aujourd'hui, je suis indépendante, autonome, et je fais attention. Je suis rigoureuse, je fais attention à mes dépenses. Je peux pas tout me payer, mais je me réalise entièrement et complètement.
Voilà. Et tout au long de ces expériences, tu as ressenti cette reconnaissance aussi financière dans le studio photo, toute la partie magazine, etc. Tu étais déjà dans dans cette réalisation-là aussi. Oui, alors je dirais, je pense que j'ai eu plus une reconnaissance par moi-même de ma réalisation. Je suis allée vraiment là où je voulais aller, malgré peut-être certains sacrifices où je peux pas tout faire, mais ça a tellement plus de valeur que finalement le regard des autres qui pourraient se dire ah bah tiens, elle vit dans plus petit qu'avant, elle fait pas tout ce qu'elle veut. Je dirais aujourd'hui quand le regard des autres a plus de valeur que le mien, bah, ça veut dire que je suis pas alignée et ça va pas du tout. Donc je me réaligne. Et puis la satisfaction que j'ai tous les matins de me lever et d'aller travailler, de rentrer dans mon atelier, d'avoir une idée et de la créer est tellement riche. Alors je comprends, oui, il faut payer ses factures, avoir un toit sur la tête, pouvoir manger, mais voilà, j'y arrive avec une certaine rigueur. Voilà. Si tu te devais trouver un nom pour décrire ta carrière, ce serait lequel? Ben, j'ai commencé en disant que j'avais une humeur lumineuse, je dirais la lumière. Et pourquoi la lumière? C'est ce que je ressens, je me sens aimée dans la vie, je me sens... La lumière pour moi c'est quelque chose d'extrêmement positif, j'ai besoin de lumière, c'est la chaleur, c'est l'espoir, je le vois comme ça. Et donc c'est aussi de la lumière que tu glisses dans tout ce que tu crées, que tu diffuses dans toutes tes créations? Oui, je pense. Ben, ça, c'est pas moi qui peux le dire, hein, ça c'est les autres. Mais je pense que là où il y a de la lumière, il y a de la vie. Et il y a de l'amour aussi. Bah forcément. Là où il y a de la vie, il y a de l'humain, il y a de l'amour, voilà, effectivement. Et je pense qu'on est tous mus par cette envie d'aimer et d'être aimé. Et je crois qu'on vit que pour ça finalement. Et tu m'avais dit lors de notre premier entretien, au-delà de ce que je vends, il y a ce que je suis. Est-ce que tu vends un style, tu vends un fragment de ta vie? Comment t'inspires tes clients, tes clientes? Enfin, raconte-nous ça. Comment tu vis ça? Je pense que ce que je vends, c'est effectivement, on va le dire en anglais, un lifestyle. Mes sacs, aujourd'hui, je ne vends que des sacs ou des petits accessoires. Je pense qu'on peut vraiment se dire que mes sacs me représentent, en fait. C'est des sacs simples, c'est des sacs discrets, c'est des sacs qui sont bien finis, qui sont finis avec beaucoup de conscience, hein. C'est des sacs légers. Je n'aime pas faire quelque chose qui sert à rien. Donc tout ce que je fais est usuel, sinon ça sert à rien. C'est comme à la maison, je n'ai rien que je n'utilise pas. Et si j'utilise pas quelque chose, eh bien je le donne. Donc tout ce que je fais, il y a une partie de moi dans mes sacs, ça c'est clair. C'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Et c'est des sacs qui sont intemporels. Je pense pas que ce soit des sacs à la mode. C'est des sacs qui peuvent perdurer dans le temps. C'est des sacs où les matières sont belles, sont magnifiques. Si on aime le cuir, on aime les toucher. C'est une matière sensuelle. Donc oui, j'y mets beaucoup de moi dans mes sacs. Voilà. Et ce sont des sacs qui vont être patinés par le temps, par les expériences, par les mouvements. C'est des sacs qui se patinent très très bien. Je choisis des cuirs qui peuvent se patiner. Je choisis des cuirs qui, même s'ils ont été abîmés, ça leur amène un charme supplémentaire, même une valeur supplémentaire, je dirais. Et je n'ai pas de stock en fait. Je travaille que à la commande. Ça veut dire que quand je travaille un sac, le client sait que ce sac, je l'ai travaillé pour cette personne-là. En général, la personne vient à l'atelier, il vient choisir son cuir. Donc déjà, l'expérience, elle commence là, à l'atelier, où le client va pouvoir toucher son cuir, on va pouvoir discuter de ce qu'il a envie, un sac grand, un sac petit, un sac plutôt pour des soirées, un sac plutôt pour tous les jours, un sac
parce qu'on fête un grand anniversaire, un sac parce qu'on a des amis qui veulent nous l'offrir. Et dernièrement, j'ai eu une femme qui est venue choisir un sac pour ses 60 ans et elle avait reçu un bon cadeau de toutes ses amies. Et donc, elle est venue, elle, choisir son cuir. On a discuté et en discutant, on parle de la vie de l'autre personne parce qu'un sac, finalement, souvent, on y met une partie de sa vie. Et en tout cas, en tant que femme, il nous accompagne une bonne partie de nos journées ou de notre vie. Et donc, voilà, chaque expérience à l'atelier, c'est une expérience humaine, vraiment. C'est magnifique. Est-ce que tu dirais que ce sont ta curiosité et ta liberté qui sont les piliers finalement de tout ce parcours et puis de ce qui vient après? Parce que j'imagine que tu as encore plus d'un tour dans ton sac et que tu as d'autres projets en construction. Peut-être encore un nouveau métier qui va sortir de terre, qui va germer? Oui, alors certainement la liberté, en fait la soif de liberté. Comme je disais tout à l'heure, la liberté est faite aussi de contraintes. C'est ces contraintes qui me font avancer, je dirais, vraiment. Oui, je suis maroquinière à presque 100%, designer à presque 100%. Mais je donne des cours de yoga, je me forme en tant que coach holistique avec Sylvie Liger, qui est une personne magnifique. Et voilà, et je me dirige tout en gardant ma principale activité de maroquinière designer. Je vais la partager avec ma profession de coach holistique, où je vais aider les personnes qui en ont envie à retrouver l'étincelle quand la magie n'opère plus. Je vais m'adresser plutôt aux femmes qui n'ont pas forcément besoin de travailler, mais qui ont besoin de se réaliser. Et je pense qu'une femme qui se réalise, c'est une pépite qu'on a sur Terre en plus. Voilà. J'aime beaucoup ta manière de faire se rencontrer le besoin de travailler, le besoin de se réaliser. Parce que finalement, il y a des gens qui sont en quête de sens parce que dans leur travail, ils n'arrivent pas à se réaliser. Et c'est peut-être aussi ça qui met tant de personnes dans des situations d'inconfort, voire de souffrance absolue au travail. Comment tu vois ça, toi? Parce que j'imagine que cette liberté et que cet épanouissement dans ta réalisation font que tu te sens pas travailler et que t'as pas le sentiment d'être dans un labeur, dans un métier de non-sens. Je pense qu'on est confronté à la société. On est confronté au conformisme et à se conformer à ce qui est bien, ce qui est pas bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être dans une famille non conventionnelle. Ça n'a pas toujours été simple, mais ça donne une certaine liberté par rapport aux choix que l'on peut faire, malgré le regard de la société ou la non-conformité qui pourrait créer des problèmes. Du moment qu'on n'est pas aligné, c'est vrai qu'on traîne quelque chose, on traîne le non-bonheur en fait. On n'est pas très heureux quand on essaye de se conformer à quelque chose qui finalement ne nous appartient pas ou dans lequel on ne se reconnaît pas, je dirais. Après, on peut pas tous avoir les ressources nécessaires pour faire le pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui doivent travailler d'une manière peut-être pas alignée à leurs valeurs ou à leurs besoins, mais ils sont obligés de le faire et il faut le reconnaître. Mais je pense qu'il y a peut-être moyen de se réaligner différemment, tout en gardant peut-être ce métier qui n'est pas aujourd'hui le métier qu'il nous faut, mais se réaligner dans d'autres domaines. Et finalement, souvent la vie est bien faite. Hein. Du moment qu'on réaligne un des domaines de notre vie, le reste suit. Voilà. Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu as des envies? Quelle est la suite là pour toi? Alors moi, j'ai toujours des envies.
Moi, j'ai toujours des envies. Je vais bientôt partager ma vie entre la région des Pouilles en Italie et Lausanne. Je rêve de mes citronniers, et de mes oliviers en Italie et ma vie ici. J'essaye d'être à Lausanne quand je suis à Lausanne et dans les Pouilles quand je suis dans les Pouilles. Et pas être à Lausanne et penser aux Pouilles et être aux Pouilles et penser à Lausanne et faire ce grand écart. Donc ça, c'est un grand travail pour moi de me focaliser et de m'enraciner là où je suis. J'ai de la peine à faire le grand écart et de vivre dans deux lieux différents. Des regrets, mais j'en ai tout un sac à dos de regrets. Mais comme je dis, je les prends aussi par la main, ces regrets, et je vais vite dans ma boîte à outils interne, et puis je vais voir ce que je peux en faire, et est-ce que je peux les transformer différemment. Mais bien sûr que j'ai des regrets, bien entendu, mais je les garderai pour moi. Et dans les Pouilles, tu vas monter un nouvel atelier? Oui, alors dans les Pouilles, oui, je pense que je vais plutôt déménager mon atelier dans les Pouilles, mon atelier de designer, de sac, parce qu'en plus je fais de la céramique aussi, je fais des Ouais. petites collections uniques. Je mets des chapitres supplémentaires à mon magazine, voilà. Donc là, tu vas avoir un univers encore ultra complet avec céramique, accessoires en Italie. Oui, exactement. Mais Mhm. et pour moi, l'Italie, on parlait de ça, c'est vraiment la lumière. C'est la Bah lumière dans la oui. nourriture, c'est la lumière dans la langue que je parle, c'est la lumière au sens propre et au sens figuré, c'est le soleil. Et je retrouve une partie de mes racines aussi. Ouais, avec ta grand-mère. Mm. Oui. Magnifique. Est-ce que tu aimerais, pour terminer, ajouter quelque chose ou transmettre un conseil à des femmes qui n'osent pas se lancer, qui aimeraient démarrer un business mais qui n'osent pas se lancer, ou celles qui sont avancées mais qui se sentent perdues en ce moment? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors des conseils, j'en ai pas, j'ai pas de conseils à donner, mais je pense que modéliser, se dire ok, je suis pas très bien dans ma vie aujourd'hui, la magie n'opère plus aujourd'hui dans ma vie. Quelles sont les personnes que j'admire? Quelles sont les personnes où le parcours me font envie? Je pense aller chercher des modèles, aller chercher des modèles de femmes qui vous inspirent, de femmes qui vous donnent envie de vous lever le matin, de femmes où vous avez envie de chausser leurs chaussures. Et ces femmes-là, allez regarder ce qu'elles font, comment elles font. Elles ont passé par des doutes, elles ont passé par des hauts, elles ont passé par des bas. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces femmes, pour être arrivées là où elles sont? Et ça, je dirais que on peut faire ça tous les jours, on peut faire ça, on peut regarder un magazine, on peut regarder une histoire dans un livre, une héroïne de roman, mais ayons des héroïnes. Et je pense que modéliser, moi, je pense que c'est un outil extraordinaire. Allons modéliser les femmes qui nous font Nous envie inspire. voilà, qui nous inspirent. Voilà, ça c'est la Waouh, chose que je j'adore. pourrais dire. Mais j'ai pas de conseils à donner parce que on a des moments dans la vie où on est moins en forme, on a plus de peine à se lever, où on a l'impression on s'aime pas, on se trouve pas joli. Mais par contre, oui, toujours être regardé dans la direction de ces femmes qui pourraient nous enrichir et ayez un dialogue intérieur avec ces femmes-là. Imaginez que vous les rencontrez, imaginez ce qu'elles pourraient vous dire, imaginez peut-être qu'elles vous prennent un peu par la main en vous disant bah viens voir mon univers. Et je trouve que ça c'est extraordinaire. Oui. On a un magnifique slogan dans la phrase que tu as dite tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous partager une ressource? Alors ça peut être un film, un livre qui te nourrit et qui t'aide à garder le cap. Dernièrement, j'ai lu L'homme qui plantait des arbres de Georges Yonot. C'est un tout petit livre d'une trentaine de pages. Même les gens qui n'aiment pas lire peuvent le lire. Et c'est un livre gigantesque, gigantesque. Par contre, si vous achetez ce livre, ne lisez pas le quatrième de couverture. Je vous en supplie, ne lisez pas le quatrième de couverture parce que sinon ça va déflorer toute l'histoire de ce livre. Donc, plongez dans ce livre comme un enfant. Et voilà. Et ça, c'est le livre que je vous encouragerais à lire.
En lien avec ce que tu nous as partagé tout à l'heure sur l'Italie Oui, et les arbres. oui, mais c'est surtout sur la vie. Oui. Ce côté lumineux, cette rigueur, la structure, le geste répété tous les jours, ne pas faillir à ce geste et la transformation, la métamorphose, la transformation qu'un geste répété régulièrement va faire. Ça me donne envie de retourner le lire parce que ça fait très longtemps que je l'ai oublié. Est-ce que tu peux me dire qui tu aimerais entendre sur ce podcast? Est-ce que tu as une idée? Je te prends un peu au dépourvu d'une femme que tu admires, que tu aimes et dont le parcours entrepreneurial est inspirant et pourrait nous inspirer. Alors j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs femmes que je trouve épatantes. Une photographe qui est un peu comme ma petite sœur, qui s'appelle Myriam Ramel, qui est une photographe, je dirais poète. Le nom de sa société est Lumière du Jour, donc on s'en sort pas, on est toujours dans la lumière. Ouais. Donc ça, c'est J'adore. une des entrepreneuses, je dirais, poètes. Une autre entrepreneuse, je parlerai de Céline Gomard. C'est une décoratrice, une folle passionnée de brocante, de déco, et vous la trouvez sous La femme du coiffeur, parce que son mari est coiffeur, et c'est un couple extraordinaire. Elle a une énergie, elle fait des projets de décoration, et je pense que elle est vraiment à l'écoute du client, très humaniste. Et une autre jeune femme qui s'appelle Johanna Haddad, qui elle fait un magazine Takeaway, et je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait. Donc voilà, j'ai ces trois femmes qui je trouve sont lumineuses, qui ont des valeurs, que ce soit des valeurs familiales, des valeurs humaines, et qui ont osé se dire à un moment donné, je me réalise. Voilà. Merci. Écoute, je les interviewerai avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Samira? Principalement sur Instagram. Je réponds, vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram. C'est là où je suis la plus active. Et puis dans ton atelier qui va migrer. Oui, alors ça c'est dans mon atelier à Lausanne. Alors je vais pas migrer avant je pense 18 mois, 2 ans. Ok, d'accord. Mais, donc je suis à Lausanne, et j'ai des clients de partout. J'ai des clients en France, j'ai des clients en Italie, j'ai des clients ici en Suisse. Si les clients ne viennent pas à l'atelier, je leur envoie du cuir par la poste. Je leur envoie des petits échantillons. Et c'est très étonnant parce que c'est quand même beaucoup de femmes qui s'offrent un sac. Elles ont vraiment l'impression de s'offrir un sac. C'est presque s'offrir plus que ça. Elles se font un cadeau à elles-mêmes. Donc voilà. Elles s'honorent. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je souhaite à chacune des femmes qui pourraient avoir des envies de les suivre et ne pas avoir peur, même si on a toujours la trouille. Allez chercher votre boîte à outils interne, remplissez-la chaque jour d'un outil supplémentaire, d'un outil plus spécialisé que d'autres. N'hésitez jamais à investir sur vous-même. Ça, je pense que c'est le plus important. Tant que je pourrais investir sur moi, je le ferai. Merci Samira, merci sincèrement pour le temps que tu as consacré à Flamboyante et puis tous ces partages ultra précieux et lumineux. Je te souhaite de continuer à découvrir le monde et à t'amuser et à créer et à te réaliser comme tu le fais si bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Chamine. À bientôt. À très bientôt. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com.
Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!